Mon Dieu, faites que ce ne soit pas vrai. Mon Dieu, faites que ce ne soit pas vrai. C'est ainsi que j'ai réagi au milieu de cette nuit profonde, du 23 au 24 septembre 2024, lorsque j'ai été tiré de mon sommeil par l'appel insistant du commandant de la brigade criminelle, le commissaire Émile Adjekossi, de vénérée mémoire. Monsieur le procureur, dit-il, je viens de procéder à l'arrestation de l'ancien ministre des Sports, Oswald Romeki, et du commandant de la garde républicaine. Et je lui demande, mais pour quelle raison? Et à l'officier de répondre, atteinte à la sûreté de l'État. J'ai refusé d'y croire. J'ai refusé d'y croire. Oui, madame, messieurs, j'ai refusé d'y croire. J'ai refusé d'y croire jusqu'au moment où j'ai obtenu les premiers éléments d'enquête. Et depuis, croyez-moi, depuis, je suis plongé dans un profond dilemme. Un dilemme cornélien. Depuis, je me sens une âme de Horace. Horace, du nom de ce héros romain, porté à notre connaissance, mise en scène, on va dire, par Corneille. Je me sens une âme de Horace plongée dans ce conflit entre les intérêts particuliers et le sentiment patriotique, entre l'amitié, l'affection et le devoir. Je me sens une âme de Horace, mais contrairement à Horace, je ne dis pas à mes amis, je ne dis pas à M. Bokon, je ne dis pas à M. Romeki, je ne leur dis pas, Albe vous a nommé, je ne vous connais plus. Je leur dis simplement, Albe vous a nommé, je vous connais toujours, mais le devoir m'appelle. Madame la Présidente, Messieurs de la Cour, j'aurais voulu prononcer ce réquisitoire en présence d'avocats de la défense. J'aurais voulu qu'il y ait aux côtés des accusés des avocats en position de critiquer devant votre juridiction les éléments que je présente au nom de l'accusation. Mais je dois le confesser, j'aurais surtout préféré être ailleurs ce matin. J'aurais préféré que les événements qui nous occupent depuis plus d'une semaine maintenant ne se soient jamais produits. J'aurais préféré être en présence d'un canular, d'un mauvais rêve, d'un film en sortie droit, d'un scénario de série B. Mais hélas, nous y voilà. Aux premières heures du 24 septembre 2024, les Béninois sont réveillés par une rumeur inquiétante. Celui qui, jusqu'il y a peu, était considéré comme le fils du président de la République, le préféré de ses ministres, a été arrêté au cours de la nuit. Autre rumeur encore plus surprenante, encore plus inquiétante, l'homme le plus proche du président de la République. Son ombre. Celui-là qui, sans fonction officielle, concentrait pourtant en ses mains tous les pouvoirs d'État, tel un président bis, a également été interpellé. Stupeur et désolation. J'allais dire débandade. Puis, dans le courant de la journée, ce qui n'était qu'une rumeur est devenu une information vérifiée. Le ministre Oswald Romeki et M. Olivier Bokor ont été interpellés pour complot contre la sûreté de l'État. Et le pays se mit à chuchoter. Comment est-ce possible? L'histoire racontée par la poursuite n'est-elle pas cousue de gros fil blanc?
ce procureur menteur n'invente-t-il pas encore quelque chose? A-t-on l'idée de faire un coup d'État alors qu'on concentre entre ses mains tous les pouvoirs d'État? Quel est donc ce coup d'État où il n'y a ni troupes, ni plan d'attaque, ni projet de gouvernement? Mais peut-on sérieusement financer un coup d'État pour ensuite laisser le pouvoir entre les mains de militaires, avec l'espoir insensé qui le rendrait après une courte transition? Ce coup d'État n'a-t-il pas été inventé de toutes pièces par le chef de l'État, Patrice Talon lui-même, pour mettre hors de course son frère siamois? Et le pays chuchota. Puis le chuchotement prit place dans les réseaux sociaux. Puis le débat se mue en un procès en sorcellerie contre la CRIEX, contre la justice, contre le président de la République. Mais je vais vous surprendre, Madame la Présidente, Messieurs de la Cour, toutes ces questions, ces doutes, ces critiques, elles sont légitimes. Elles sont totalement légitimes. Et les gens ont raison de s'interroger, les gens ont raison de douter, les gens ont raison de critiquer. Alors le défi de ce procès, tout le défi de ce procès, est d'apporter des réponses claires aux doutes, aux inquiétudes, à la quête légitime de vérité de nos compatriotes. Madame la Présidente, cette vérité, cette quête, je vous propose d'y satisfaire à travers la réponse à 3 questions. Premièrement, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Deuxièmement, le projet de renversement de l'ordre constitutionnel tel que décrit est-il réaliste? Et dans tous les cas, est-il réalisable? Troisièmement, les infractions poursuivies sont-elles constituées en droit? Vous l'aurez compris, contrairement à notre démarche de juriste, je ne vais pas avoir 2 stations, mais j'en aurai 3. Sans plus attendre, si vous le permettez, commençons par la première question. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans la nuit du 23 au 24 septembre, Oswald Fomeki et Olivier Bokor ont été interpellés alors que le premier venait de confier pour le compte du second la somme de francs CFA, 1 milliard 500 millions de francs CFA, au commandant de la garde républicaine chargé de la sécurité du chef de l'État. Cette somme était soigneusement rangée dans le coffre d'un véhicule de type 4x4 acheté 2 jours plus tôt auprès de l'entreprise Challenge SA pour la circonstance. Après l'acquisition du véhicule, Oswald Fomeki l'a confié à son chauffeur Sanusi Ganio, avec pour mission de le conduire à Zongo, où les plaques d'immatriculation originelles ont été enlevées. Oswald Fomeki a alors fixé de nouvelles plaques, mais fausses celles-ci, sur le véhicule. La remise de la somme de francs CFA 1 milliard 500 millions au commandant de la garde républicaine, je le reprécise, en charge de la sécurité du chef de l'État, est l'aboutissement d'un long processus qui a débuté quelques mois plus tôt. Plusieurs rencontres ont eu lieu entre Oswald Fomeki et le commandant de la garde républicaine au domicile du ministre. Mais jusque-là, rien d'anormal. Les 2 hommes se connaissent et se fréquentent de longue date. Cependant, ces visites habituelles se sont transformées en tribunes de critique de la personne du chef de l'État d'une part, et en occasion de libéralité exceptionnelle, j'insiste sur le mot exceptionnel, j'y reviendrai, au profit de celui qui assure la garde du premier des Béninois. 5 millions de francs CFA, un champagne d'une valeur approximative de 2 000 euros, une police d'assurance vie dans un pays tiers pour un montant de 55 millions de francs CFA. Puis, une fois assuré d'avoir suffisamment acheté en griffe, le commandant Oswald Fomeki partage avec lui son projet. Il faut mettre fin aux fonctions du chef de l'État. Il ne s'agit pas d'attenter à sa vie, non. Mais il faut profiter de la proximité physique qu'offrent les fonctions du commandant de la garde républicaine pour isoler dans son bureau du palais de la Marina le chef de l'État et l'obliger à signer sa démission.
La somme de francs CFA, 1,5 milliard devait servir au financement du projet. La suite des investigations a permis d'établir qu'une partie de cette somme provient des retraits effectués par Adibekun Hugues sur les comptes de la société Groupement Technique Plus, dont il est le comptable. Cette entreprise a comme gérant, mais gérant de paille, Bagidi Afontoyon de Ogracias Corneille, mais le bénéficiaire effectif des activités de cette entreprise, c'est le beau-frère de M. Olivier Boko, le nommé Roch Niri. Ce dernier a pris la fuite dès l'ouverture de l'enquête. Madame la Présidente, voilà ce qui nous rassemble, voilà ce qui s'est passé. Et sur la base de ces faits, la commission d'instruction, puis la section de l'instruction en appel, et enfin la Cour suprême du Bénin ont validé la mise en accusation de M. Oswald Pomeki pour complot contre la sûreté de l'État, corruption d'agents publics national et usage de fausses attestations. Boko Olivier Roch Niri pour complot contre la sûreté de l'État et corruption d'agents publics national. Adibekun Hugues et Bagidi Deogracias pour complot contre la sûreté de l'État. Sanoussi Ganiou pour faux usage de fausses attestations. Voici ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé nous faut présenter. Passons ensuite à la deuxième question. Deuxième station donc de mon développement. Le projet de renversement de l'ordre constitutionnel tel que décrit est-il réaliste? Et dans tous les cas, ce projet est-il réalisable? Cette question, Madame la Présidente, est au cœur de notre procédure. Les faits tels qu'ils apparaissent dans le dossier mettent en présence les accusés d'un côté et le colonel Tevoedre, commandant de la garde républicaine de l'autre. Aucun autre militaire gradé n'est impliqué. Aucun officier, aucun sous-officier, pas un seul homme de rang. Le plan d'intervention n'a jamais été clairement défini par les partis. Alors, question légitime s'il en est. Peut-on raisonnablement penser qu'un seul commandant de la garde républicaine est en mesure de renverser le pouvoir en place? À cela, je vous propose 2 éléments de réponse. Madame et Messieurs de la Cour, 2 éléments de réponse. Le premier élément, c'est la séparation étanche des rôles entre les personnes impliquées dans ce projet. L'un met en place le financement et évite tout contact avec celui qui doit rendre le projet effectif. L'autre s'assure de l'adhésion du commandant de la garde républicaine et lui transmet les moyens d'action sans entrer dans les détails opérationnels et sans rencontrer les autres militaires impliqués pour, raison évidente, éviter qu'on ne remonte à lui en cas d'échec. Premier élément donc de réponse, séparation étanche des rôles entre les acteurs. Deuxième élément de réponse que je vous propose, Madame la Présidente, Messieurs de la Cour, sur la question de savoir si nous sommes en face d'une infraction impossible. C'est la façon de savoir, sur le point de savoir si les faits tels que décrits sont réalistes, sont réalisables. C'est dans l'histoire que je veux aller chercher cet élément de réponse. L'histoire de notre propre pays, le Bénin, mais également l'histoire beaucoup plus récente de notre continent africain. D'abord, l'histoire du Bénin. Vous le savez, cette histoire a été marquée par une grosse instabilité politique ouverte par l'irruption du colonel Christophe Soglo sur la scène politique. Le 28 octobre 1963, ce chef d'état-major général de l'armée prendra le pouvoir au premier président élu du Dahomey, Hubert Maga. Il va pour ainsi dire ouvrir la boîte de Pandore. Les 10 années qui suivront verront se succéder à la tête de l'État du Bénin 10 présidents, pas moins. 10 présidents. On en a même connu qui ont fait quelques heures au pouvoir. L'étude de cette triste époque, de cette triste période de notre histoire montre 2 similitudes avec notre dossier actuel. Première leçon d'histoire, première similitude. Pour l'essentiel, les coups de force se sont déroulés sans effusion de sang. Les présidents en exercice ont été contraints à la démission. Ainsi, du président Souroumiga Apiti, qui est contraint à la démission fin novembre 1965, alors qu'il a été élu en 1964 pour un mandat de 5 ans. Ainsi, de Taïrou Kongaku, qui est aussi contraint à la démission en décembre 1965, après seulement 21 jours au pouvoir. Deuxième similitude, deuxième leçon d'histoire. Dans la plupart des cas,
Les militaires béninois qui s'emparent du pouvoir, qui se sont emparés du pouvoir, l'ont cédé plus ou moins rapidement aux civils. Sous ce registre, je vous propose 3 exemples. Premier exemple. Après avoir arraché le pouvoir à Hubert Maga en octobre 1963, le colonel Christophe Soglo l'a rendu aux civils 3 mois plus tard, en janvier 1964. Donc, il s'empare du pouvoir et 3 mois plus tard, il le cède. Deuxième exemple, le commandant Maurice Kouandété, qui prend le pouvoir par la force au général Christophe Soglo le 17 décembre 1967, confie les rênes du pouvoir 4 jours plus tard au lieutenant-colonel Alphonse Salé. Il prend le pouvoir mais il n'exerce pas, il passe à quelqu'un d'autre. Troisième exemple, décembre 1969, le commandant Maurice Kouandété, encore lui, qui vient de déposer le président civil Émile Derlin Zinsou, ne s'installe pas à la tête du pays, mais il en confie les rênes au lieutenant-colonel Paul-Émile de Souza. Et 5 mois plus tard seulement, soit en mai 1970, celui-ci rendra le pouvoir aux civils, notamment à Hubert Maga. C'est ce qui va ouvrir la période de ce qu'on a appelé le monstre à 3 têtes. Madame la Présidente, cette parenthèse d'histoire télégraphique, j'en conviens, je n'en suis pas un spécialiste, et donc s'il y a quelques inexactitudes, les spécialistes d'histoire m'en excuseront et m'enseigneront. Mais cette parenthèse d'histoire télégraphique nous montre bien qu'il est possible pour un militaire de prendre le pouvoir par les armes et de le céder plus ou moins rapidement à un civil élu. Même si ici, le colonel Thévo Edjere vous a dit que lui ne le céderait pas. Dans notre histoire, c'est déjà arrivé que des militaires prennent le pouvoir et le passent à des civils. Ce n'est pas inédit. Cette période d'histoire nous enseigne également que les coups d'État sont souvent l'œuvre de militaires qui gravitent dans l'entourage des chefs d'État. C'est jamais un militaire qui est loin. Alors oui, le projet tel que présenté est bien réaliste. Et il n'est pas fou, n'est pas insensé. Celui qui étant sûr de son influence sur un militaire lui donne les moyens financiers d'organiser un coup d'État avec l'espoir qu'il le mettra en selle quelques temps après. C'est possible. C'est arrivé dans l'histoire de notre pays. Et c'est arrivé à plusieurs reprises. Madame la Présidente, Messieurs de la Cour, l'histoire récente de notre continent nous enseigne également que le projet de coup d'État tel qu'envisagé est non seulement réaliste, mais qu'il s'est déjà produit. Ici, nous envisagerons 2 exemples, le Gabon et le Niger. D'abord, le Gabon. 30 août 2023. Le chef de la garde républicaine, c'est-à-dire l'équivalent de notre colonel Thévo Edjere ici, renverse le président Ali Bongo qui vient d'être réélu dans des circonstances que tout le monde sait. Ali Bongo est placé en résidence surveillée. Et le nouveau maître du pays exige sans l'obtenir sa démission. Madame, Monsieur, pas un seul coup de feu n'a été tiré. Le pouvoir des Bongo, le long règne des Bongo, ce pouvoir a été renversé avec une facilité mais déconcertante. Deuxième exemple, à moins d'1 mois d'intervalle, au Niger, le coup d'État de 2023 intervient le 26 juillet. Le président Mohamed Bazoum est séquestré dans le palais présidentiel par des militaires de la garde présidentielle, c'est-à-dire le corps, l'équivalent du corps que commande le colonel Thévo Edjere ici. Et pendant qu'il est séquestré par la garde présidentielle, l'armée encercle le bâtiment et menace de donner l'assaut pour le délivrer. Et c'est là qu'entre en scène le général Abdourahmane Tiani, qui dirige la garde républicaine. Tiani, notre Thévo Edjere, qui prend la tête du pays. Et depuis, vous le savez, je ne vous l'enseignerai pas, il retient prisonnier au palais présidentiel son prédécesseur qui a refusé de signer sa lettre de démission. Mesdames et messieurs de la Cour, voici des exemples récents de coups d'État menés sans effusion de sang et dans une espèce de facilité déconcertante par des commandants de la garde républicaine. Alors, si vous avez encore des doutes sur le caractère réaliste ou réalisable de la mission confiée au colonel Thévo Edjere, vous avez votre réponse. Le projet tel que conçu est bien réaliste. Le projet, il est réalisable. Il a été réalisé au Bénin et plus récemment au Gabon et au Niger.
Les deux premières questions ayant été abordées, qu'est-ce qui s'est passé? Le projet est-il réaliste? Est-il réalisable? Je vous propose d'envisager maintenant notre dossier dans la matière qui nous intéresse, le droit. Donc, de l'envisager en droit. Et ça nous conduit à la troisième question. Troisième question, donc, les infractions poursuivies sont-elles constituées en droit? Madame la Présidente, Messieurs de la Cour, Mesdames, Messieurs, pour la clarté de mon propos, vous me permettrez de me pencher d'abord sur les cas des accusés dont l'instruction à la barre n'a pas permis d'établir la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable, avant d'envisager les éléments qui permettent de requérir la condamnation des autres accusés. Commençons par les accusés de la première catégorie, ceux dont je pense que vous pouvez prononcer l'acquittement. Ici, j'envisagerai les cas de trois accusés. D'abord, Baguidi, Afortoyon, Deogracias Corneille. Il est mis en accusation pour complot contre l'autorité de l'État. Il a nié les faits à toutes les étapes de la procédure. L'instruction préparatoire et l'instruction en vote barre ont permis d'établir que Baguidi est un employé au service de Roquenierie et qu'il n'est gérant de la société GTP que de nom. Vous relèverez que pendant que l'information n'a pas permis de mettre à sa charge des éléments probants, vous relèverez qu'il s'agit d'un gérant de paille et qui n'est même pas associé à la vie de l'entreprise dont il est le gérant, avant d'être associé à un projet aussi compliqué et aussi dangereux qu'on complot contre la sûreté de l'État. Madame la Présidente, deuxième cas dans cette catégorie, c'est le cas de Sanoussi Ganio. C'est le conducteur de Pomeki Oswald. Il est mis en accusation pour fausse accusation et nie ses faits. L'instruction a établi que le 21 septembre 2024, il a été instruit au fin de conduire le véhicule de type K4 marque Toyota Prado immatriculé BR 0635 à Zongo pour y faire retirer les plaques minéralogiques. Il n'a pas nié avoir reçu cette instruction. Il reconnaît s'être exécuté. Mais à ce sujet, il ne vous aura pas échappé, Madame et Messieurs de la Cour, que le seul fait de retirer une plaque minéralogique d'un véhicule ne suffit pas à caractériser l'infraction de faux et d'usage de faux, tel que prévu par l'article 311 du Code pénal. Parce que cette infraction, c'est une infraction intentionnelle. Rien dans le dossier ne prouve qu'en toute connaissance de cause, Sanoussi Ganio a retiré les plaques minéralogiques pour les remplacer par de fausses plaques. Du reste, la fixation des fausses plaques n'est pas son œuvre. Ce n'est pas lui qui a fixé les fausses plaques. C'est son employeur. Dernier cas dans cette catégorie des personnes dont je compte requérir l'acquittement, c'est Adjibekoun Crépin Hugues. Il a également été mis en accusation pour répondre de l'infraction de complot contre la sûreté de l'État. Mais Madame la Présidente, Messieurs de la Cour, son renvoi devant vos juridictions et surtout son placement en détention provisoire tiennent d'une part à son rôle de comptable et de gestionnaire des finances de toutes les entreprises de Roquenierie, mais d'autre part, et surtout, c'est là, puisqu'on a vu le DAF qui a comparu ici, n'a même pas été inculpé, d'autre part, à sa fuite de l'ouverture de l'enquête. Il allait en effet se réfugier à Lomé lorsqu'il a été interpellé au poste de péage de Grand Popo. En tant que comptable de Roquenierie, c'est entre ses mains que sont reversées toutes les sommes retirées des comptes des entreprises. C'est lui qui a encaissé les chèques de 600 millions de francs CFA retirés des comptes de la société JTPSA les jours qui ont précédé le 23 septembre. S'il est vrai que ces retraits ont atterri dans les valises retrouvées au domicile de Pomeki Oswald, l'analyse du fonctionnement pour le moins atypique des entreprises de Roquenierie ne montre pas que le comptable Adjibekoun Hugues connaissait la destination et l'usage des fonds. Personne dans la procédure ne l'a directement mis en cause comme étant un des acteurs du complot. Il est même plus logique, mesdames, messieurs, il est plus logique de penser que pour une entreprise criminelle aussi délicate, la raison recommande que les personnes informées soient strictement limitées, que le nombre de personnes informées soit strictement limité. Le complot contre l'autorité de l'État étant également une infraction intentionnelle,
vous relèverez, Madame et Messieurs de la Cour, qu'il n'est pas établi qu'en toute connaissance de cause, Adiboukoum Crépin Hugues a participé à la commission de cette infraction. Voilà pour les trois pour qui je pense qu'on peut requérir sans possibilité de se tromper l'acquittement. Continuons par les accusés de la deuxième catégorie. Ici, Madame la Présidente, et pour l'intelligibilité de mes propos, vous me permettrez de structurer mon développement autour des deux infractions majeures. J'évoquerai la dernière plus tard. Les deux infractions majeures que sont le complot contre l'autorité de l'État et la corruption d'agents publics. D'abord, le complot contre l'autorité ou la sûreté de l'État. Madame, Monsieur de la Cour, je sollicite ici une pause dans le droit, on va dire. Je sollicite votre indulgence. Je sollicite votre indulgence pour m'accorder 2 minutes. 2 minutes, non pas pour m'adresser à vous, je ne vous ferai pas cet affront, mais pour fixer nos compatriotes. Mesdames, Messieurs, nous avons bien dit complot contre la sûreté de l'État. Cette infraction est à distinguer, mais à distinguer absolument de l'attentat contre la sûreté de l'État. Et c'est la confusion entre les deux infractions, celle que nous poursuivons aujourd'hui, et celle que le commun des Béninois appelle prosaïquement coup d'État, qui a alimenté et qui alimente encore toutes les polémiques et les questionnements, je l'avais dit, légitimes de nos compatriotes. Alors, avant d'entrer dans des démonstrations juridiques de la constitution de l'infraction de complot contre la sûreté de l'État, laissez-moi être très clair avec ceux qui ne comprennent pas le langage juridique, parfois ésotérique, je l'admets, et qui sont à juste titre perdus dans nos nuances un peu compliquées. Notre dossier, ce n'est pas un dossier de coup d'État, que ce soit clair. Le dossier, ce n'est pas un dossier de coup d'État. Nous ne poursuivons pas l'attentat contre la sûreté de l'État. Nous poursuivons une façon distincte, celle de complot contre la sûreté de l'État. Je vous explique. Non, le cheminement qui mène à la commission d'une infraction, nous distinguons globalement trois étapes. Dans le cheminement qui mène vers le crime, nous avons 3 étapes. La première étape, c'est la volonté ou l'envie de commettre l'infraction. La deuxième étape, c'est la planification, la préparation de l'infraction. La troisième étape, c'est l'exécution ou la consommation de l'infraction. C'est vrai que dans la pratique, parfois, toutes ces étapes-là peuvent être confondues et la distinction peut ne pas apparaître très clairement. Mais en général, le législateur ne punit pas la première étape et la deuxième étape. D'ailleurs, si on devait poursuivre toutes nos mauvaises pensées, on serait tous en prison. Qui n'a pas rêvé un jour de gifler quelqu'un, qui n'a pas souhaité secrètement la disparition de quelqu'un qui l'embête. Si on devait juger donc toutes nos mauvaises pensées, on serait tous en prison. La punition commence à partir du commencement d'exécution des actes matériels de l'infraction. Lorsque l'agent pénal n'est contraint de mettre fin à son action que du fait d'un élément extérieur à sa volonté. On parle alors d'absence de désistement volontaire. Cependant, dans certains cas rares, lorsque le législateur considère que l'infraction, si elle était consommée, aurait des conséquences très graves, il n'attend pas un commencement d'exécution et une absence de désistement volontaire pour réprimer. Il érige en infraction autonome les actes qui, pris isolément, ne seraient pas punissables. C'est le cas, par exemple, de l'infraction d'excès de vitesse, qui tend à prévenir une infraction plus grave qu'est l'homicide ou les blessures involontaires, qui pourraient résulter d'un accident de circulation. C'est le cas aussi d'une pluralité d'actes préparatoires d'un attentat terroriste. On parle alors, dans ces cas, d'infraction obstacle. C'est l'exemple type de l'infraction qui nous réunit aujourd'hui. C'est l'exemple type de l'infraction de complot contre la sûreté de l'État. Le législateur n'attend pas que l'on rassemble des troupes, que l'on entame une marche guerrière contre les institutions de l'État pour constater la constitution de cette infraction. Il anticipe toute volonté de renverser l'ordre constitutionnel et en punit les auteurs dès lors qu'il existe le moindre acte, aussi minime soit-il, qui concrétise ou trahit leur volonté d'attenter à l'autorité de l'État. Alors, ceux qui disent qu'il n'y a pas coup d'État dans notre dossier, qu'aucun coup d'État ne se fait avec un seul militaire futur commandant de la garde républicaine,
Alors, je vais vous surprendre, ceux-là, ils ont raison. Ils ont raison parce qu'il n'y a pas justement de coup d'État dans leur dossier. Mais ils ont tort, madame, monsieur. Ils ont tort car ils se trompent de procès. Ils ont tort car notre dossier n'est pas celui d'un attentat pour renverser l'ordre constitutionnel, mais celui d'un complot en vue de commettre cet attentat. Et ça, c'est différent. C'est très différent. Madame la Présidente, cette digression faite, cette digression qui ne vous était pas adressée mais qui me paraissait nécessaire, venons-en maintenant à la démonstration en droit que j'annonçais au début de mes propos. Au terme de l'article 194 alinéa 3 du Code pénal, je cite, « constitue un complot la résolution arrêtée entre plusieurs personnes de commettre un attentat lorsque cette résolution est caractérisée par un ou plusieurs actes matériels. » Ainsi, pour que l'infraction de complot contre la sûreté de l'État soit constituée, il faut trois éléments. Premièrement, la résolution arrêtée entre plusieurs personnes. Deuxième élément, la concrétisation de cette résolution par un ou plusieurs actes matériels. Dernier élément, un but qui est celui de commettre l'attentat. L'article 193 du même code donne des indications précises sur la notion d'attentat. Cette disposition précise que pour être retenu, l'attentat doit avoir pour but, et je cite, soit de détruire ou de changer le régime constitutionnel, soit d'inciter les citoyens ou habitants à s'armer contre l'autorité de l'État, ou à s'armer les uns contre les autres, soit à porter atteinte à l'intégrité du territoire national. Lorsque vous faites une lecture croisée de ces dispositions, des articles 193 et 194 du Code pénal, vous pouvez retenir que le complot contre la sûreté de l'État est la résolution arrêtée entre plusieurs personnes, soit de détruire ou de changer le régime constitutionnel, soit d'inciter les citoyens à s'armer contre l'autorité de l'État, soit encore de porter atteinte à l'intégrité nationale. Comme je le précisais il y a un instant, le Code distingue l'attentat contre la sûreté de l'État et le complot contre la sûreté de l'État. Alors que, pour être constituée, l'infraction d'attentat contre la sûreté de l'État doit se concrétiser dans un acte matériel d'exécution ou de commencement d'exécution. Pour que le complot contre la sûreté de l'État soit constitué, la simple acceptation morale et l'expression de la volonté à poser des actes ayant vocation à porter atteinte à l'autorité de l'État suffit. Le législateur a entendu incriminer à titre principal le comportement dangereux susceptible de produire un résultat dommageable, et ce, indépendamment de la réalisation. Il s'agit d'appréhender pénalement des actes préparatoires de l'attentat contre la sûreté de l'État qui ne peuvent pas être réprimés au titre de la tentative punissable. Madame la Présidente, en dehors de l'élément légal de cette infraction, il faut être attentif aux éléments matériels et intentionnels. Ici, la particularité est que l'infraction est constituée chaque fois qu'il peut être établi la réalité d'un acte matériel qui trahit la résolution des accusés de commettre le complot, de commettre un attentat. Un acte matériel qui trahit la résolution des accusés de commettre un attentat. Il n'est pas utile d'établir que cet acte matériel répond aux critères d'un commencement d'exécution, je l'avais dit, pour que ce soit appréhendé pénalement. Au total donc, pour être constituée, l'infraction de complot contre la sûreté ou contre l'autorité de l'État doit s'apprécier dans son élément intentionnel, c'est-à-dire la résolution de plusieurs personnes de commettre un attentat, dans son élément matériel, l'existence d'un ou plusieurs actes caractérisant cette résolution. Je vous propose donc, au regard de ces critères que je viens d'énumérer, d'envisager le cas de chacun des accusés. D'abord, vous me permettrez de commencer par le cas de M. Homeke Oswald. Homeke Oswald est accusé de complot contre l'autorité de l'État. Homeke Oswald a nié les faits à toutes les étapes de la procédure, même s'il n'a pas déposé, il n'a pas voulu donner sa version des faits devant vous. Lorsque vous l'avez interrogé à l'ouverture du procès en présence de ses avocats, il vous a dit, Madame la Présidente, je ne reconnais pas les faits. Donc, il ne reconnaît pas les faits.
Alors, il soutient n'avoir jamais confié au commandant de la garde républicaine chargé de la sécurité du chef de l'État la mission de mettre fin aux fonctions de ce dernier et partant de provoquer un changement du régime constitutionnel. Cette dénégation, je vais vous le démontrer, ne peut pas prospérer. Ça ne peut pas prospérer, ça ne peut pas tenir. Ça ne peut pas emporter votre conviction. Non seulement Oswald Romeki était résolu à provoquer le changement du régime constitutionnel, mais en plus de cette résolution, il y a des actes matériels qui viennent concrétiser cette résolution. Il n'y a aucune difficulté à réunir en ce qui le concerne l'élément moral et l'élément matériel de l'infraction de complot contre la sécurité de l'État. Pour ce qui est de l'élément intentionnel, l'on peut non seulement situer la naissance de la résolution, mais démontrer que cette résolution est demeurée intacte jusqu'à son interpellation dans la nuit du 23 septembre 2024. Madame la Présidente, la résolution de commettre un attentat contre la sûreté de l'État et de provoquer un changement brutal du régime constitutionnel est apparue chez les accusés entre le 15 mars 2024 et le 30 mai 2024. Les dates ici sont importantes. Entre le 15 mars 2024 et le 30 mai 2024. Vous me demanderez pourquoi. Pourquoi j'affirme cela? En voici les raisons. Je vais vous donner un certain nombre de dates et je vous prie d'y prêter attention car elles sont importantes pour la compréhension du dossier. Oswald Romeki a démissionné de son poste de ministre en charge des sports le 6 octobre 2023 après avoir soutenu publiquement que pour lui, Olivier Boko a le meilleur profil pour remplacer Patrice Talon en 2026. À la suite de cette démission, il s'est engagé dans les mouvements de soutien à la candidature de Boko Olivier. Il a lui-même déclaré devant la commission d'instruction lors de son interrogatoire du 17 octobre 2024 qu'il assurait la coordination de la dynamique au B26. Seulement, voilà. Le 15 mars 2024 est intervenue au Bénin la réforme du code électoral. Cette réforme, en renforçant le système partisan, a fait des grands partis politiques les seuls regroupements susceptibles de désigner des candidats aux élections présidentielles. Cette loi ferme la porte de la présidentielle aux candidats indépendants comme M. Olivier Boko. C'est donc à partir de cette date que les accusés ont commencé à envisager d'autres moyens pour assurer l'élection de Olivier Boko au présidentiel de 2026. Cette résolution a été progressivement exprimée par Oswald Romeki au commandant de la garde républicaine. En effet, 2 mois après le vote du nouveau code électoral, soit le 30 mai 2024, et c'est pourquoi je vous avais donné les bornes de naissance de l'intention, le 30 mai 2024, Oswald Romeki va laisser transparaître pour la première fois cette résolution. À cette date, qu'est-ce qu'il y a? Il y a que Romeki Oswald a reçu à son domicile le commandant de la garde républicaine, le colonel Dieudonné Thévoedré. Et selon ce dernier que je cite, et qui vous l'a répété devant vous, l'entretien a porté exclusivement sur la personne du chef de l'État. Cet entretien a consisté de sa part, de la part de Oswald Romeki, à dénigrer le chef de l'État et à me révolter contre l'autorité. Fin de citation. Entre cette date du 30 mai 2024 et le 30 juillet 2024, Oswald Romeki a invité le commandant de la garde républicaine à son domicile au moins à 3 reprises. Les différentes conversations entre lui et son invité ont porté sur le même sujet à chaque fois. Ces conversations laissent apparaître qu'il avait continué à mûrir l'idée d'un attentat contre la sûreté de l'État. Selon le commandant de la garde républicaine, c'est dans l'année du 30 juillet 2024 que Oswald Romeki a évoqué pour la première fois le mot coup d'État. Oswald Romeki a justifié son idée par le fait que le chef de l'État ne voulait pas partir et se préparait à briguer un 3e mandat et qu'il fallait l'en empêcher en le faisant partir par un coup d'État. Ça, c'est les déclarations du colonel à l'enquête devant la commission d'instruction. Vous l'avez au procès verbal D13. Par la suite, les rencontres du 27 août 2024 et les autres qui ont suivi entre Oswald Romeki et le colonel Dieudonné Thévoedré ont bien montré que le premier demeurait résolu à provoquer par les voies illégales le changement du régime constitutionnel. Mesdames et messieurs, il sera difficile à Romeki Oswald
de réfuter l'existence de sa résolution à provoquer un changement non constitutionnel du régime en place. Bien plus. Bien plus. Les suppositions, bien plus. Bien plus que des suppositions. Bien plus que des suppositions. Cette résolution s'est concrétisée à travers des actes matériels. La résolution, l'intention que je viens d'établir, s'est concrétisée à travers des actes matériels. Ces actes matériels, Madame la Présidente, se sont succédés dans le temps. D'une part, ces actes matériels consacrent la consommation de l'infraction et sont de deux ordres. Deux types d'actes matériels qui viennent, on va dire, asseoir l'élément intentionnel. D'une part, vous avez les actes que je qualifie d'actes de générosité inhabituelle à l'égard de celui qui est en charge de la sécurité du chef de l'État. D'autre part, vous avez, et c'est plus grave encore, les actes de fourniture de moyens pour commettre l'attentat. Voyons, si vous le voulez bien, ce qui, dans le dossier, apparaît comme des actes de générosité inhabituelle. Donc, je dis que les actes matériels qui viennent concrétiser la volonté de Romeki Oswald de commettre un attentat à l'autorité de l'État sont de deux ordres. Des actes de générosité inhabituelle et des actes de fourniture de moyens. Voyons les actes de générosité inhabituelle. C'est des actes qui étaient destinés à préparer le commandant de la garde républicaine à l'acceptation de la mission qui allait lui être confiée. Mais avant tout, il est utile de vous démontrer, Madame la Présidente et Messieurs de la Cour, en quoi il s'agit d'actes de générosité exceptionnels, inhabituels. Qu'est-ce qui rend ces actes de générosité exceptionnels? Qu'est-ce qui les rend inhabituels? Deux éléments. Le premier concerne le moment où ces dons ont été faits. Le deuxième concerne la nature et le montant des dons. Donc c'est en considération du moment où ces dons sont intervenus et de la nature des dons que j'affirme qu'il s'agit d'actes de générosité inhabituels. Alors, que dire de la période? Pourquoi est-ce que je parle de la période? Romeki Oswald et le commandant de la garde républicaine se connaissent depuis l'arrivée au pouvoir du président Patrice Talon en 2016. Le premier a occupé le poste de ministre des Sports au gouvernement pendant 7 années. À sa sortie du gouvernement, Romeki Oswald a vu ses revenus annuels qu'il évalue lui-même, à 70 millions de francs CFA baisser. Il a reconnu devant la commission d'instruction être dans une phase de lancement de nouvelles activités génératrices de revenus. Or, et fort curieusement, c'est précisément alors qu'il avait le moins de ressources, que Oswald Romeki s'est senti obligé de multiplier les gestes de générosité à l'endroit de celui qui assure la sécurité du chef de l'État. Donc, sur le moment, il y a un vrai questionnement. C'est quand les revenus sont en baisse qu'il devient plus généreux vis-à-vis de quelqu'un envers lequel il n'avait pas une si grande générosité. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut retenir sur la valeur des dons? C'est le deuxième élément qui rend ces actes de générosité exceptionnels, qui les rend inhabituels. Sur le montant des dons, pendant qu'il était ministre des Sports, Romeki Oswald n'a jamais offert ni au colonel ni à son association une somme de 5 millions de francs CFA. Vous l'avez entendu le colonel le dire ici, ça n'a jamais même atteint 1 million, à se dire. Mais bizarrement et tout aussi brusquement, alors que ses revenus sont en baisse, sans aucune demande de la part du commandant de la garde républicaine, Oswald Romeki a multiplié les gestes de générosité à son égard à compter du 30 juin 2024. Nulle part dans le dossier, nulle part, depuis l'enquête préliminaire, vous ne verrez que les dons sont consécutifs à des demandes, ou à une expression de demande de la part du colonel. Nulle part. Vous ne verrez ça. Alors donc, le 30 juin 2024, il lui offre 50 millions de francs CFA. 5 millions, pardon. 5 millions de francs CFA. À quel moment de l'instruction, Romeki a contesté la réalité de ce don. Il n'a jamais dit qu'il ne lui a pas offert 5 millions de francs CFA. Et en remettant cette somme, au colonel, il a affirmé, quelqu'un m'a fait un cadeau et j'ai pensé à toi, j'ai voulu faire 50-50 avec toi. Alors, le colonel Théo Edjeret, le bénéficiaire du don, était le premier
à être surpris par cet accès brusque de générosité. Il a déclaré à l'enquête et devant les magistrats instructeurs, j'étais assez surpris parce que pendant qu'il était en activité, parlant de Komeki Oswald, il ne m'a jamais offert aucun franc. Mais, madame, messieurs, ce n'était pourtant que le début. Car une semaine plus tard, soit le 7 juillet 2024, le niveau de générosité de celui qui était pourtant en phase de lancement de ces entreprises va atteindre un nouveau sommet. Il a invité le commandant de la garde républicaine pour proposer de lui ouvrir un compte dans les livres de la NCA Bank en Côte d'Ivoire. Il lui explique alors que c'est un compte secret. Je dis exprès NCA Bank pour rester dans la chronologie pour qu'on puisse comprendre plus tard que en fait ce n'est pas NCA Bank mais NCA Assurance. Il lui a expliqué alors que c'est un compte secret qui est non traçable par les instances de l'UEMOA et que ce compte en Côte d'Ivoire est ouvert à toutes les personnalités qui ont occupé de hautes fonctions dans les arcanes du pouvoir et suffisamment fourni pour leur permettre de maintenir un train de vie après le pouvoir. Avelinta, que vous avez écouté ici hier par visioconférence, vous a confirmé plus ou moins que le produit qui a été souscrit, c'est pour des gens d'un certain niveau social, qui ont un certain revenu. Pour concrétiser cette promesse, Oswald Komeki a transmis au commandant de la garde républicaine, dès le lendemain 8 juillet 2024, une fiche à remplir. Une fois la fiche remplie, le 6 août 2024, Oswald Komeki a transmis via l'application WhatsApp en vue unique, et j'insiste là-dessus, en vue unique, la preuve de la souscription d'une assurance vie dénommée NCA Prestige au profit du colonel Thévo Edjere auprès de NCA Vie Assurance en Côte d'Ivoire avec un solde de 105 millions de francs CFA. Cette assurance est la pseudo-polémique qu'a suscité sa révélation et qu'on vient d'en dire un petit mot. Mais ce n'est plus nécessaire puisque j'avais prévu d'en dire un petit mot, mais ce n'est plus nécessaire parce que celui qui s'est chargé des formalités de mise en place de cette assurance vous a précisé hier qu'en réalité, il n'y avait que 55 millions sur le compte et que les 105 millions n'étaient qu'une simulation qu'il avait effectuée avec un faux numéro de police, mais bien l'identité du colonel Thévo Edjere, pour envoyer l'image à M. Komeki Oswald. Madame la Présidente, dans le but de la manœuvre, est de montrer au commandant de la garde républicaine qu'il lui a été fait un don de 105 millions sous la forme d'une police d'assurance vie sécurisée dans un pays tiers, même si dans la réalité, il n'y a que 55 millions sur le compte. Mais 55 millions, vous en conviendrez, c'est déjà beaucoup. C'est une somme colossale. Cette générosité extrême de la part d'un homme qui vient de perdre son poste de ministre, cette générosité exclusivement dirigée vers le chef de la sécurité présidentielle. Cette générosité, mesdames, messieurs, elle n'est pas neutre. Pour se défendre de ce don, Komeki Oswald a soutenu devant les magistrats instructeurs qu'il s'agissait d'un prêt. Il a dit que c'était un prêt. Mais vous relèverez que cette thèse ne peut pas prospérer. Elle ne peut pas prospérer pour au moins deux raisons. La première, c'est qu'on ne prête qu'à celui qui est en mesure de rembourser. Or, Oswald Komeki connaît très bien le niveau de rémunération du commandant de la garde républicaine et c'est que celui-ci n'a nullement les moyens de lui rembourser un prêt aussi important. 55 millions ou 105 millions, il ne peut pas. Et il a lui-même dit devant la commission d'instruction qu'avant ça, il n'avait jamais fait aucun prêt. Il n'avait jamais consenti aucun prêt à son ami le colonel Thévo Edjere. Mais la deuxième raison, c'est que s'il s'agissait d'un prêt, le commandant de la garde républicaine, ne connaissant pas l'existence de ce produit et n'ayant rien sollicité, où était l'urgence à mettre en place cette assurance vie à son profit? Mais la vérité, quand vous analysez la précipitation avec laquelle l'opération a été effectuée, vous voyez bien qu'il s'agit d'un cadeau offert dans un but précis. Notez vous-même. Komeki Oswald a parlé de l'existence de ce produit au colonel le 7 juillet 2024. Déjà le lendemain, 8 juillet, il lui demande de lui produire les informations utiles à la mise en œuvre, à la mise en place de l'assurance. 8 juillet, dès le lendemain. Le 2 août, l'assurance était déjà souscrite avec un montant de 5 millions de francs CFA. Le 6 août, alors qu'il n'y avait encore aucun dépôt, à part les frais d'ouverture 5 millions de francs CFA, au niveau de la police d'assurance,
il demande une simulation, il demande qu'on lui envoie la preuve qu'il y avait 105 millions sur le compte et il envoie cette preuve en vue unique au colonel. Et le 9 août, la somme de 50 millions de francs CFA a été remise à Enveni Tajak par Ozar Komeki pour être déposée sur le compte. Ce dépôt a été effectif le 10 août 2024. Madame, Messieurs, il n'y a pour moi aucun doute que cet enchaînement de générosité n'avait qu'un seul but, briser la loyauté du chef de la sécurité présidentielle. Et pour être complet sur ce registre des dons exceptionnels, il faut ajouter la bouteille de champagne blanc de blanc Salon Ménil, d'une valeur d'environ 2 000 € qui, selon le commandant de la garde républicaine, était destinée à célébrer la réussite de l'attentat contre la sûreté de l'État, ou pour parler prosaïquement du coup d'État. Les actes matériels résultant des gestes de générosité inhabituels exposés, il convient à présent de se pencher sur les actes matériels du complot contre la sûreté de l'État, tels qu'ils se concrétisent dans la fourniture de moyens. Donc, je vous avais annoncé 2 séries d'actes. Les actes qui, pour moi, trahissent une générosité exceptionnelle et inhabituelle, et les actes qui se concrétisent dans la fourniture de moyens pour commettre l'attentat. D'emblée, je vous fais observer que la résolution de commettre l'attentat contre la sûreté de l'État ne s'est pas matérialisée que dans des gestes de générosité inhabituels. Cette résolution a pris également corps dans la fourniture de moyens destinés à réaliser l'attentat. Et sous ce chapitre, il faut s'intéresser d'une part à la découverte de la somme de 2,5 milliards de francs CFA au domicile de Komeki Oswald, et d'autre part aux conditions de remise de cette somme au commandant de la garde républicaine. Sur la découverte de la somme de 1,5 milliard, il est aisé d'arriver à bout des dénégations de M. Komeki Oswald, qui soutient que cette somme était destinée à financer des activités politiques normales. Ce n'était pas le financement d'une activité politique normale. Et mon analyse ici en pointera 2 canaux. D'abord, l'origine des fonds, ensuite, leur destination. Sur l'origine des fonds, les variations proposées par Komeki Oswald le long de la procédure établissent une volonté manifeste de masquer la vérité. En effet, le 24 septembre 2024, peu de temps après son interpellation, Komeki Oswald a soutenu que la somme de 1,5 milliard de francs CFA retrouvée en sa possession provient de ses économies et des petits investissements. Je le cite, économies et petits investissements. Fin de citation. Le 1er octobre 2024, devant le juge de la liberté et de la détention, j'y étais. Il a maintenu la même version. Curieusement, le 17 octobre 2024, il a changé de version devant la commission d'instruction et a affirmé que cet argent lui avait été transmis par un ami du nom de Roch Niri. Changement de ton, changement de version sur l'origine. Mais comme vous avez pu le constater, il a été formellement établi qu'une partie de cette somme, d'un montant de francs CFA 250 millions de francs, lui a été portée le 23 septembre 2024 à 22h04 par un émissaire de la société Portéo venu du Togo. Cette somme a été retirée le même jour des comptes de la société Ecobank Togo de l'entreprise Portéo. J'y reviendrai. L'émissaire avait un véhicule de marque Land Rover Defender immatriculé au Togo. Vous avez pu vous en convaincre en écoutant la lecture du registre des agents de sécurité chargés de la garde du domicile de M. Komeki à la date du 23 septembre 2024. En dépit donc de ces circonstances, Komeki Oswald continue de soutenir que l'intégralité du montant découvert à son domicile lui a été portée effectivement le même jour, mais en une seule fois, mais pas à 22h, mais à 18h, par un émissaire de Roch Niri. Les mêmes variations, les mêmes inconstances apparaissent sur la destination des fonds. Sur l'usage auquel l'argent est destiné, Ozar Komeki a proposé des réponses variables dans le temps et à mesure de la progression des investigations. Ainsi, le 24 septembre 2024, lors de son interrogatoire, il a déclaré aux officiers de police judiciaire
que la somme d'argent retrouvée en sa possession était destinée à financer des activités de ces entreprises de distribution de boissons alimentaires au Cameroun, au Congo-Brazzaville, au Niger, au Burkina Faso et au Mali. L'argent, ces économies, ils devaient les utiliser pour financer la distribution de produits alimentaires et de boissons au Cameroun, au Congo-Brazzaville, au Niger, au Burkina Faso et au Mali. Ça, c'était le 24 septembre. Le 17 octobre, il a changé de version sur la destination des fonds en soutenant que cet argent, et je cite, cet argent a été principalement mobilisé dans le cadre des activités politiques de la dynamique OB. Fin de citation. Alors, outre ces variations sur l'origine et la destination des fonds, Khomeky Oswald a été en peine de vous proposer une explication cohérente sur la remise de cette somme d'argent en pleine nuit, au chef de la sécurité présidentielle. Il a soutenu avoir invité le colonel Tebouedre pour sécuriser cette somme qui devait servir au financement des activités de 803 unités politiques réparties sur tout le territoire national. 803 unités politiques réparties sur tout le territoire national. Mais le seul problème, j'allais dire le gros trou dans l'argumentation, c'est qu'il n'a pas été possible à l'accusé de dire avec précision le montant à investir dans chaque unité territoriale. Parce que si vous faites la division, vous voyez que ça ne colle pas. Le montant investi dans chaque unité politique, il n'a pas été en mesure de vous le dire. Il a été en mesure, il n'a pas voulu dire non plus, là où il en a été capable, de donner l'identité des responsables de ces unités politiques. Il n'a pas pu indiquer leur localisation, encore moins à quel découpage territorial correspondent ces unités politiques. 77 communes, enfin c'est ce qu'on m'a appris, mais 803 unités politiques, ça correspond à quoi? Le découpage, c'est comment est-ce qu'on en est arrivé à 803? Aucune explication. Enfin, il a été en peine d'expliquer le canal de transmission de cette somme aux unités politiques. Comment est-ce qu'il entendait, dès le lendemain, après avoir envoyé l'argent dans son ancienne maison, dans son ancien appartement à Fitrocet, comment est-ce qu'il entendait distribuer ce 1,5 milliard aux unités politiques dès le lendemain? Il n'en a rien dit. Mais la vérité, Madame la Présidente, la vérité, Madame et Messieurs Dafoe, c'est que l'idée de ces fameuses idées politiques est apparue plus tard comme justification lorsque l'accusé a réalisé qu'une petite enquête de patrimoine sur sa personne suffit à établir qu'il ne pouvait pas disposer à titre personnel, en tout cas, il ne peut pas le justifier d'une somme aussi colossale. Vous noterez qu'à l'opposé de cette justification fabriquée de toutes pièces, vous avez les déclarations constantes et cohérentes du colonel Tebouedre sur la destination des fonds. À toutes les étapes de la procédure et sans aucune variation, le chef de la sécurité présidentielle a soutenu qu'Oswald Khomeky s'est engagé à mettre à sa disposition pour la réalisation du coût la somme, et je cite, 2,5 milliards de francs CFA pour son financement. Cette somme, je continue la citation, devait servir à couvrir 3 volets, à savoir intéresser les acteurs avec lesquels je devais organiser le coup, intéresser les chefs de corps de l'armée de terre et de la garde nationale pour éviter qu'ils fassent obstacle à l'opération le jour J, assurer mes arrières et celles de ma famille au cas où le coup échouerait. Fin de citation. Vous retiendrez que les propos du colonel Tebouedre Dieudonné sont corroborés par les conditions de remise des fonds. Alors que, sur ces conditions, disons un mot, alors que l'argent devait être remis au colonel Tebouedre Dieudonné le dimanche 22 septembre 2024, Oswald Khomeky l'a contacté ce même jour pour l'informer qu'il était à 95% de mobilisation et qu'il reportait la remise des 10 fonds au lendemain, 23 septembre 2024. Le 23 septembre 2024, à 22h32, soit exactement, vous noterez la coïncidence, exactement 15 minutes. 15 minutes. Après le départ de son domicile, de l'émissaire venu de Lomé avec la somme de 250 millions de francs CFA, Khomeky Oswald a appelé le commandant de la garde républicaine pour lui dire que les fonds étaient prêts. Le véhicule de Lomé arrive, 22h04, sort de là, 22h12, 22h32, Khomeky appelle le commandant pour dire « Bon, l'argent est prêt.
Outre cette coïncidence entre le moment de la réception des 250 millions de francs CFA et l'appel émis vers le colonel, Ozwa Komeki a affiché une attitude qui indique que cette remise de fonds était destinée à tout, sauf au financement d'une activité politique normale. L'attitude de Komeki Ozwa ce soir-là, vous l'avez décortiquée à la barre avec les agents de sécurité. Cette attitude prouve que l'argent n'était pas destiné à une activité normale. En tout cas, c'était destiné à quelque chose de pas clair. Et là encore, vous avez 3 postures, 3 attitudes, 3 choix de Komeki qui sont incriminants. Premier comportement suspect. Premier comportement suspect, ce soir-là, dans la nuit du 23 au 24 septembre. Premier comportement suspect. Contrairement à ses habitudes, il a indiqué aux agents de sécurité de son domicile qu'il attendait des visites dans la nuit et qu'il allait se charger de les accueillir lui-même. L'agent de sécurité présent cette nuit, le nommé Agbonzo Vinako Basile, que vous avez entendu ici, a confié que c'est la première fois que Komeki Ozwa leur donnait une telle instruction. Je le cite. Certes, il lui est arrivé de nous dire qu'il attend des invités et de préparer la salle d'accueil et de ne pas déranger les visiteurs, mais c'est la première fois qu'il est allé jusqu'à nous demander de quitter complètement la guérite. Premier comportement suspect. Deuxième comportement suspect, ce soir, contrairement à ses habitudes, Ozwa Komeki a lui-même ouvert et fermé le portail à l'arrivée et au départ de ses invités du soir. Le même agent de sécurité témoigne, et je le cite, à 22h04, un véhicule 4x4 de marque Range Rover de couleur noire à l'immatriculation togolaise a fait son entrée dans la maison après que M. Komeki lui-même a ouvert le portail. Plus loin, il continue, le véhicule est ressorti à 22h12 et c'est M. Komeki Ozwa lui-même qui a fermé le portail. Troisième comportement suspect, la même nuit, Ozwa Komeki a interdit à ses agents de sécurité de renseigner leur registre sur les mouvements de ses visiteurs. Écoutons encore une fois le témoin de l'agent de sécurité. Je le cite. Avant de quitter, j'ai voulu prendre le registre de garde, mais M. Komeki Ozwa, avec insistance, nous l'a interdit. Vous l'avez au dossier au PVD 15. Madame la Présidente, les comportements inhabituels de M. Komeki Ozwa cette nuit sont en fait des précautions prises pour éloigner tout témoin des actes répréhensibles qui étaient en cours de préparation. Ces précautions vont au-delà de la mise à l'écart des témoins dérangeants que pourraient constituer les agents de sécurité. L'accusé a également pris des précautions pour couper tout lien entre l'argent, le 1,5 milliard, remis au colonel Teboedjere et lui en cas d'échec de l'attentat planifié. C'est ici qu'intervient la question du véhicule qui vous a occupé une bonne partie de votre instruction. Les 6 valises contenant la somme totale du 1,5 milliard, les 6 valises étaient soigneusement rangées dans un véhicule de type 4x4 Prado. Ozwa Komeki reconnaît avoir acheté le véhicule 2 jours plus tôt, seulement 2 jours plus tôt, le samedi 21 septembre 2024. Il a confirmé les propos de son chauffeur Sanusi Ganiou selon lesquels il a envoyé à Zongo le même jour, samedi 21 septembre, au fin d'enlever les plaques d'immatriculation du véhicule. Il avoue également avoir remplacé les vraies plaques d'immatriculation beige du véhicule BR 0635 RB par de fausses plaques bleues W 079 RB 289. Il précise avoir commandé ces fausses plaques auprès d'un graphiste, Jojo Service. Jojo Service. C'est lui qui a fabriqué les plaques bleues, les fausses plaques, l'autocollant. Il est clair que si le véhicule avait été acquis pour être offert à un proche, comme l'accusé tente de le faire croire, il aurait eu besoin d'y apposer de fausses plaques d'immatriculation.
il n'aurait pas eu besoin davantage de violer les procédures légales de réimmatriculation d'un véhicule. Vous avez entendu ici le directeur des titres de l'ANAT qui vous a expliqué la procédure de réimmatriculation. Le changement de plaque est d'autant plus suspect que l'accusé n'avait pas encore payé le prix d'achat du véhicule. En réalité, mesdames, messieurs, les fausses plaques n'ont été collées sur le véhicule que pour couper tout lien entre lui et l'objet du délit. J'ai été long sur cette infraction. Je m'en excuse. J'ai été très long, mais c'était nécessaire. Pour me résumer. Khomeki Oswald a, courant mars-avril 2024, pris la résolution de commettre un attentat contre la sécurité de l'État. Cette résolution est restée constante jusqu'à son interpellation dans la nuit du 23 au 24 septembre 2024. Cette résolution s'est concrétisée à travers 2 séries d'actes matériels, destinés pour la première série à déterminer le commandant de la garde républicaine chargé de la sécurité du chef de l'État à adhérer au projet, et pour la seconde série, à lui fournir les moyens destinés à l'exécution du projet. Envisageons à présent, Madame la Présidente, Messieurs de la Cour, le cas de Olivier Bokor sur l'infraction de complot contre la sûreté de l'État. Olivier Bokor, Madame la Présidente, Messieurs de la Cour, rejette également toute accusation de complot contre la sûreté de l'État. Il les rejette. Il les a rejetés depuis le début, il a continué de les rejeter devant vous pour les seules fois où il a voulu prendre la parole. Il les a rejetés, sauf que 3 éléments de la procédure permettent d'établir qu'il est non seulement résolu à commettre un attentat contre la sûreté de l'État, mais que cette résolution, l'élément intentionnel, s'est concrétisé à travers différents actes matériels. Madame, Monsieur, en ce qui concerne l'implication de M. Bokor Olivier dans ce dossier, vous devez vous poser 3 questions. 3 questions simples, très simples. Première question, qui a intérêt? Première question, qui a intérêt? Deuxième question, qui a les moyens de financer? Troisième question, qui a financé? La réponse à ces 3 questions vous mènera directement vers M. Bokor. Qui a intérêt? Qui a les moyens de financer? Qui a financé? La réponse à ces 3 questions vous conduit directement vers M. Bokor. D'abord, la première question, qui a intérêt? Il n'est pas contesté que c'est Olivier Bokor qui est le bénéficiaire de toutes les activités politiques menées par Ozar Khomeki depuis son départ du gouvernement le 6 octobre 2023. Ozar Khomeki a lui-même expliqué que son départ du gouvernement a fait suite à son affirmation publique selon laquelle Olivier Bokor est le mieux placé pour remplacer le président de la République en 2026. Khomeki Ozar lui-même se proclame coordonnateur de la dynamique OB26 dont l'objectif est de travailler à la cession au pouvoir de Bokor Olivier. Même s'il s'en défend, Madame, Monsieur, même s'il s'en défend, non seulement Olivier Bokor a informé des activités et des initiatives prises par Khomeki Oswald pour assurer sa prise de pouvoir, mais il les a soutenus. Il les a soutenus. À la question de savoir s'il avait discuté avec Bokor Olivier de toutes les démarches menées pour son élection en 2026, Oswald Khomeki a répondu, et je cite, « Oui, nous en avons déjà parlé, M. Bokor et moi. Je précise que c'est suite à une de mes déclarations en sa faveur qu'est intervenue ma démission après que le chef de l'État m'a sérieusement réprimandé. Nous en parlons de temps en temps. » Fin de citation. Même s'il a tenté, le long de l'instruction, de s'écarter des activités de Khomeki Oswald, Olivier Bokor n'a jamais soutenu que ce dernier menait des actions politiques pour un homme politique autre que lui. Bien plus. Le plan de l'attentat tel qu'il reçoit des échanges entre Ozar Khomeki et le commandant de la garde républicaine devait aboutir à la prise de pouvoir d'Olivier Bokor en 2026. Il devait consister à contraindre à la démission de l'actuel chef de l'État,
à mettre à plat le code électoral et à organiser des élections dans des conditions qui assureraient l'accession de Bokor Olivier à la magistrature suprême. Donc, à la question de savoir qui a intérêt à ce qu'un coup pareil réussisse, vous répondez sans ambiguïté, M. Olivier Bokor. Passons à la deuxième question. La deuxième question, je l'avais annoncé, c'est qui a les moyens de financer? Quand vous mettez en présence tous les acteurs du dossier, qui a les moyens de financer? Et là encore, vous retrouvez M. Bokor. Vous le retrouvez parce que la générosité aussi brusque que brutale de Komeki Oswald à l'égard du commandant de la garde républicaine, Oswald n'a pas les moyens de financer cette générosité-là. Des aveux même de Oswald Komeki, ses revenus annuels, qui étaient d'environ 70 millions de francs CFA, étaient en baisse depuis sa sortie du gouvernement. Quand on gagne 70 millions par an, on ne peut pas faire un cadeau de 60 millions à un ami qui n'a rien demandé en moins de 3 mois. Vos revenus annuels sont de 70 millions. Et dans l'intervalle de 3 mois, vous offrez 60 millions à quelqu'un qui ne vous a rien demandé. Si vous faites la comparaison, ce n'est pas l'argent de Oswald Komeki. De ses propres déclarations de revenus, il ne peut pas financer cette générosité. Il n'avait pas les moyens de cette générosité à l'égard du colonel. Or, vous l'avez vu, le 30 juin 2024, pour la première fois en 8 années d'amitié, il lui a offert 5 millions. Il a mis en place une police d'assurance vie à hauteur de 55 millions. Et donc, au regard de ses revenus, je l'avais déjà dit, je me répète, il ne peut pas consentir, il peut pas faire un don à cette hauteur à quelqu'un. Alors, c'est vrai qu'il dit que c'est un prêt, mais on ne peut pas faire un prêt à cette hauteur. On ne peut pas gagner 70 millions et prêter par an et prêter 60 millions à un fonctionnaire de l'État dont on sait qu'il n'a pas les moyens de rembourser. Et, autre élément dans ce registre, lorsque la proposition de la mise en place de cette assurance vie a été faite au commandant de la garde républicaine, ce dernier a clairement affirmé à Komeki Oswald qu'il n'en avait pas les moyens. Et à cela, qu'est-ce que Oswald Komeki lui a répondu? Ne t'en fais pas, le grand frère va s'en charger. Ne t'en fais pas, le grand frère va s'en charger. Et au colonel, je voudrais de préciser que c'est Olivier Bokor que Oswald Komeki désignait pas le grand frère. Encore sur un autre registre. Oswald Komeki a confié à Avenir Ita, Jacques, que les fonds destinés à la mise en place de l'assurance vie devaient provenir pour 50 millions de francs CFA d'un ami. Il y a toutes les raisons de penser que cet ami généreux, c'est Olivier Bokor. Et je pense même que ce n'est pas que les 50 millions, je pense que c'est l'intégralité des 105 millions. Alors, quand Oswald Komeki déclarait des revenus annuels de 70 millions de francs CFA, Olivier Bokor a déclaré à la commission d'instruction que ses revenus annuels moyens sont de l'ordre de 4 milliards de francs CFA pour des charges variant entre 1 milliard et 1 milliard 500 millions. Vous l'avez lu ici hier. Au regard de ce niveau de revenus, quand vous mettez en présence quelqu'un qui gagne 70 millions par an et l'autre qui gagne 4 milliards par an, vous voyez très bien des deux qui peut sortir 1 milliard 500. Alors si vous avez encore des doutes, mesdames, messieurs, si vous avez des doutes sur qui a les moyens de financer, vous répondrez que ce n'est certainement pas Oswald Komeki. Envisageons à présent la dernière question en ce qui concerne M. Olivier Bokor. Qui a financé? Je vous ai montré tout à l'heure que Olivier Bokor dispose non seulement des moyens pour financer l'attentat contre la sûreté de l'État, mais le long de l'instruction, il a été établi qu'une partie, au moins des sommes saisies au domicile de Komeki Oswald, provient directement d'Olivier Bokor. L'enquête et l'instruction ont permis d'établir qu'il en a assuré la mobilisation, en tout cas d'une bonne partie. Pour s'en convaincre, je vous rends attentif à 2 éléments à charge.
Et ces deux éléments, je vous demande de suivre le parcours de l'argent. D'une part, l'instruction a permis d'établir que les 6, 10 et 20 septembre 2024, la somme totale de 600 millions de francs CFA a été retirée des comptes de la société GTP Sahel. Ces retraits ont été notamment opérés sur les comptes de la société ouverts dans le livre de la BIC. Interrogé sur la destination de ces sommes, Adibékou Hugues a soutenu devant les magistrats instructeurs que, et je cite, tout l'argent d'un montant de 600 millions de francs CFA a été remis à M. Ricalo pour le compte de son patron, M. Olivier Boko. C'est au procès verbal D21 de votre dossier. C'est vrai que plus tard, lors de la confrontation, Adibékou Hugues a essayé de revenir sur cette déclaration. C'est vrai que, confronté hier à la barre par rapport à ces déclarations et aux déclarations contraires qu'il a eu à faire avant-hier devant vous, Adibékou Hugues a bégayé. Mais mis à part ces 600 millions de francs CFA qui bégaient, Madame la Présidente, Monsieur de la Cour, vous observerez que les sommes découvertes au domicile de M. Komeki proviennent en partie, quand vous voyez le PV de décompte, proviennent en partie de retraits effectués aux dates indiquées. Aux dates indiquées sur les comptes de la société GTP ouverts dans le livre de la BIC. Suivez donc cette preuve directe, ces 600 millions de francs CFA qui ont quitté les comptes de la société GTP, qui ont été remis par Ricalo à M. Boko et qui ont atterri, vous voyez, je crois que ça défile derrière moi, vous allez voir les étiquettes, et qui ont atterri au domicile de Komeki. D'autre part, Olivier Boko reconnaît lui-même avoir demandé à obtenir de la société Porteo qui louait de ses immeubles à Cotonou le paiement en liquide de la somme de francs CFA 250 millions. Cette somme a été retirée à Ecobank Togo le 23 septembre 2024. Contrairement aux affirmations de Boko Olivier, cette somme a été directement remise à Oswald Komeki à son domicile à Cotonou la nuit du 23 septembre 2024 à 22h04 par l'émissaire de la société venue de Lomé. Après l'interpellation de Komeki Oswald, la somme de 250 millions de francs CFA a été retrouvée dans le véhicule à son domicile. Les étiquettes de cette somme sont celles utilisées non pas par Ecobank Bénin, mais par Ecobank Togo. Vous me direz, oui, il a demandé 250 millions à son locataire, qu'il lui a payé 250 millions, enfin plus, ont été retrouvés au domicile de Komeki Oswald ce soir-là. Qu'est-ce qui prouve que ce sont ces 250 millions qui se retrouvent là? Je vais vous expliquer comment l'enquête a été faite. Les 250 millions venus du Togo, M. Komeki n'a pas eu le temps de les désanonymer avant de les poser dans la voiture. Il n'a pas enlevé les étiquettes Ecobank. Et sur les étiquettes, vous verrez bien Ecobank, vous verrez la date de retrait et vous verrez le nom, les initiales de l'argent qui a fait l'opération, qui a fait l'étiquetage. À partir de là, de cette découverte, et évidemment, ça faisait 250 millions. Le lot portant ces étiquettes-là, provenant de Ecobank, c'est 250 millions. Pas plus, pas moins. 250 millions. À partir de ces constats, nous avons saisi Ecobank ici pour leur dire d'avoir à nous préciser qui a fait un retrait de 250 millions dans leur compte le jour même, le 23. La réponse de Ecobank Bénin a été claire. Ça, ce ne sont pas nos étiquettes, ce sont les étiquettes de Ecobank Togo. On est remonté donc à Ecobank Togo. À partir de demandes d'information, on est remonté au compte d'où les fonds ont été tirés. Les 250 millions de francs CFA tirés le 23 septembre 2024 n'ont été tirés que sur un seul compte au niveau de Ecobank Togo. C'est des comptes de la société Porteo. Et on a suivi après le parcours de l'argent. Ce véhicule de marque
Land Rover Defender qui a fait le parcours depuis Lomé et qui a atterri chez M. Romeki, qui est entré directement dans son garage. Là aussi, une autre anomalie, je ne vais pas insister là-dessus. Il est entré directement dans son garage, il a fermé. 8 minutes après, le gars est reparti. Quand quelqu'un vient de Lomé, vient vous voir, fait 8 minutes et repart, c'est que la personne est venue déposer un collier et est repartie. Il n'y a pas beaucoup de débat autour de ça. Donc, ces 250 millions appartenant à M. Boko. Voilà comment il se retrouve dans le lot d'argent saisi au domicile de M. Romeki ce soir-là. Et le procès verbal de décompte de l'unité d'enquête, et vous allez voir ça, c'est dans votre dossier, indique en sa première page que le montant de 250 millions de francs CFA étiqueté Ecobank Togo a été réparti en 2 sacs à dos. Dans le premier sac de couleur marron foncé, il a été entreposé 15 lots de billets de 10 000 d'une valeur de 10 millions de francs chacun, scellés avec une étiquette Ecobank. Dans le deuxième sac à dos de couleur noire se trouvent 10 lots de 10 billets de 10 000 d'une valeur de 10 millions chacun, scellés avec une étiquette Ecobank. Vous avez le PV d'investigation en date du 24 septembre 2024. Les 250 millions de francs CFA appartenant donc à M. Boko ont été saisis au domicile de M. Romeki, alors que ce dernier venait de confier cette somme au commandant de la garde républicaine. Pour me résumer, là encore, pour me résumer, Olivier Bokor est d'abord le bénéficiaire effectif et unique des actions politiques engagées par Romeki Oswald, de même qu'il en est le bénéficiaire direct, de même qu'il est le bénéficiaire direct de l'attentat projeté. Il est ensuite de tous les inculpés, de tous les accusés, le seul qui dispose de moyens financiers pour mobiliser la colossale somme de 1,5 milliard de francs CFA. Il est enfin celui qui a assuré la mobilisation effective des sommes saisies au domicile de Romeki Oswald. Vous avez pu suivre le voyage des 250 millions de francs CFA payés par un de ses locataires depuis Ecobank Togo jusqu'au domicile de Romeki Oswald. Vous avez pu suivre ce parcours des 600 millions de francs CFA qui bégaient, transité par les mains de Adigbekoun Hugues, remis à Ricalo et ayant probablement atterri dans les mains de M. Boko. Passons à revue donc cette fois-ci le cas de Roch Nyeri. Alors, dès le début des investigations, Roch Nyeri, il a pris la fuite. La nuit même, il est parti. Cependant, un mandat d'arrêt de la commission d'instruction, le mandat d'arrêt de la commission d'instruction, ainsi que l'arrêt de mise en accusation et la convocation à la présente audience lui ont été régulièrement notifiés à sa dernière adresse connue. Je dis ça, c'est des éléments de procédure importants sur lesquels vous devez vous pencher pour vous prononcer sur le point de savoir s'il peut être jugé. Et je vous dis qu'il peut l'être en son absence parce que, 1, le mandat d'arrêt a été notifié à son dernier domicile connu. 2, l'arrêt de mise en accusation a été notifié à son dernier domicile connu. 3, la convocation de la présente audience a été notifiée à son dernier domicile connu. Roch Nyeri a été cité abondamment le long de l'information par Oswald Romeki et Olivier Bokor. Oswald Romeki le désigne comme étant celui qui lui a confié la somme totale de 1,5 milliard de francs CFA. Olivier Bokor, quant à lui, désigne Roch Nyeri comme étant celui à qui il a demandé de remettre la somme de francs CFA, 250 millions de francs CFA en liquide, payée par la société Porteo. Au-delà des déclarations des deux accusés qui le placent directement au cœur de la mobilisation des ressources destinées à financer l'attentat, il existe au moins 3 éléments qui placent Roch Nyeri au centre du complot. D'une première part, Roch Nyeri, beau-frère de Bokor Olivier, qu'il soutient politiquement, n'a affiché jusque-là aucune ambition politique personnelle. Toutes les actions politiques de Roch Nyeri ont pour bénéficier Olivier Bokor. D'une deuxième part, Roch Nyeri est le véritable propriétaire et responsable de la société GTP. C'est lui qui a ordonné à Adigbekoun Hugues de retirer la somme de francs CFA 650 millions. À ce sujet, Adigbekoun Hugues a déclaré « J'ai reçu ces chèques de mon patron Roch Nyeri et portant les noms des personnes qui devaient effectuer les retraits. » Cette somme s'est par la suite retrouvée au domicile de Romeki Oswald. D'une dernière part, Madame, Monsieur, dès l'ouverture de l'enquête, Roch Nyeri a pris la fuite et ne s'est présenté ni devant les officiers de police judiciaire, ni devant la commission d'instruction, ni devant votre cour. Cette fuite en elle-même, me semble-t-il, trahit sa connaissance de ce qui était en préparation
et pour lequel il a contribué à la mobilisation des fonds. Madame la Présidente, Madame et Messieurs de la Cour, quid de la corruption d'agents publics? Cette infraction, l'infraction de la corruption d'agents publics est-elle constituée en l'espèce? Je vous rassure tout de suite, ce ne sera plus aussi long que le complot. Sur la corruption d'agents publics, donc. Au terme de l'article 336 du Code pénal, la corruption d'agents publics est imputable à quiconque a offert ou accordé à un agent public, directement ou indirectement, des promesses, des dons ou présents ou autres avantages indus pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de ses fonctions ou de son emploi, juste ou non, mais non sujet à rémunération. La corruption peut être passive ou active. La corruption active se manifeste lorsqu'une personne physique ou morale offre, promet ou donne directement ou indirectement un avantage quelconque à un agent public ou à une personne exerçant une fonction ou un mandat électif dans le but d'influencer son action ou sa décision. La corruption est une infraction intentionnelle. L'élément moral suppose la volonté et la conscience chez le corrupteur de participer au manquement du corrompu à son devoir de probité en monnayant l'office de ce dernier. La cible de l'auteur de la corruption doit être un agent public. L'élément matériel est une proposition, un pacte de corruption qui se concrétise dans l'offre d'une sollicitation en vue d'obtenir des promesses, des dons, des présents, des avantages quelconques en échange de l'accomplissement d'un acte relevant de la fonction ou étant facilité, et j'ai souligné, étant facilité par la fonction. La notion d'agent public peut s'appréhender suivant deux critères cumulatifs. Un critère organique et un critère matériel qui se dédoublent en deux possibilités alternatives. Le critère organique fait de l'agent public une personne qui est nécessairement employée par une personne publique. Le critère matériel fait de l'agent public une personne qui accomplit une mission de service public. Dans l'espèce, Madame, Monsieur, l'espèce qui nous réunit, le colonel Thévo Edrey, commandant de la garde républicaine, est un officier supérieur des forces armées béninoises. En tant que tel, il est non seulement employé par l'État béninois, mais il accomplit également une mission de service public, qui est ici la protection du président de la République, de sa famille, ainsi que la protection des différents chefs d'institution. En conséquence, la première condition relative à la qualité de la personne est ici remplie. Il faut ensuite envisager la réunion des autres conditions, des autres éléments constitutifs de l'infraction, en ce qui concerne chaque accusé. Sans plus tarder. Omeki Oza ne conteste pas avoir offert la somme de 5 millions de francs CFA au commandant de la garde républicaine le 30 juin 2024. Comme nous l'avons largement établi, il s'agit d'un acte de générosité exceptionnelle de la part de l'ancien ministre des Sports. Le 7 juillet 2024, il a offert au commandant de la garde républicaine de lui souscrire à l'étranger une assurance vie. Cette promesse s'est concrétisée les 2 et 10 août 2024 par la souscription de l'assurance vie pour un montant initial de 5 millions de francs CFA et le dépôt d'une somme de 50 millions de francs CFA sous la police d'assurance du commandant. Le 23 septembre 2024, Omeki Oswald a été interpellé alors qu'il venait de confier au colonel un véhicule de type 4x4 dont le coffre était garni d'1,5 milliard de francs CFA. Ces dons n'avaient qu'un seul but, obtenir du chef de la sécurité présidentielle le manquement à ses devoirs et profiter de sa position pour mettre fin au régime constitutionnel. C'est, Madame, Monsieur, c'est en toute connaissance de cause que Omeki Oswald a offert ses différents numéraires au chef de la sécurité présidentielle. Il s'est largement ouvert à ce dernier sur la nature du manquement à son devoir qu'il attendait de lui. Cas de Bokor Olivier. Même s'il n'y a aucune interaction directe entre Olivier Bokor et le commandant de la garde républicaine, il est apparu au cours de l'information que non seulement Olivier Bokor le bénéficiait direct de l'attentat projeté, mais que bien plus il l'a financé. Si vous le retenez dans les liens du complot, si vous retenez qu'il a financé l'attentat contre la sûreté de l'État, contre l'autorité de l'État, vous verrez que les divers dons de Omeki Oswald au chef de la sécurité présidentielle proviennent de Bokor Olivier, qu'il a été établi plus haut que c'est le seul parmi les accusés ayant la capacité de mobiliser de telles sommes. Et le test de l'article 336 du Code pénal vise les offres directes, mais également, et j'insiste là-dessus, les offres indirectes. Il n'est pas utile que l'agent pénal remette lui-même directement les biens destinés à la corruption. En l'espèce, le simple fait d'avoir confié des ressources à Omeki Oswald pour convaincre le chef de la sécurité présidentielle
a usé de la facilité d'accès au chef de l'État que lui offre son poste pour écarter ce dernier du pouvoir est suffisant pour cristalliser à l'égard de Bokar Olivier la constitution de l'infraction de corruption d'agent public, cas de Roch Nyeri. Roch Nyeri a participé activement via les comptes de la société GTP Sal à la mobilisation des fonds remis au colonel Thévo Edjere par Romeki Oswald dans le but de l'inciter à commettre l'attentat contre la sûreté de l'État, objet de la présente procédure. En assurant la mobilisation de ces fonds, Nyeri Roch avait parfaitement conscience de leur destination. Il a ainsi indirectement fait des dons en vue d'inciter le chef de la sécurité présidentielle à manquer à ses obligations. Il n'en faut pas davantage. Il n'en faut pas davantage pour le mettre en accusation du chef de corruption d'agent public. Voyons, si vous le voulez bien, survolons même la toute dernière infraction, le faux et l'usage de faux. Le chef de l'infraction, vous le savez, c'est l'article 311 du Code pénal qui punit, je cite, « Quiconque a contrefait, falsifié ou altéré les permis, certificats, livres et cartes, bulletins, récépissés, passeports, laissez-passer ou autres documents délivrés par les administrations publiques en vue de constater un droit, une identité ou une qualité ou accorder l'autorisation. » Ici, la constitution de cette infraction à l'égard de Romeki Oswald ne suscite aucun débat. Lui-même, il a avoué avoir posé de fausses plaques d'immatriculation sur le véhicule saisi à son domicile, véhicule qu'il a acquis 2 jours auparavant et dont il n'a pas fini de payer le prix. Lui-même, il a avoué avoir passé commande de l'autocollant au graphiste Jojo Service. Donc, là-dessus, sur le faux et l'usage de faux, il n'y a pas de débat, Madame et Messieurs de la Cour. Madame la Présidente, Madame et Messieurs de la Cour, l'article 194 du Code pénal dispose le complot ayant pour but les crimes mentionnés à l'article 193, s'il a été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, est puni de la détention criminelle à temps de 10 ans à 20 ans. Si le complot n'a pas été suivi d'un acte commis ou commencé pour préparer l'exécution, la peine est celle de la détention criminelle à temps de 5 ans à 10 ans. L'article 336 du Code pénal dispose quant à lui est puni de la réclusion criminelle à temps de 5 ans à 10 ans et d'une amende égale au triple de la valeur des promesses faites, des choses offertes ou accordées, sans que la dite amende puisse être inférieure à 200 000 francs CFA, quiconque a offert ou accordé à un agent public, directement ou indirectement, des promesses, des dons ou présents, ou autres avantages indus pour lui-même ou pour autre personne ou entité, afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de ses fonctions ou de son emploi, juste ou non, mais non sujet à rémunération. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs de la Cour, l'enquête de moralité des accusés ainsi que les bulletins numéro 1 que vous nous avez présentés hier, les judiciaires, figurent au dossier et sont sans particularité. L'enquête de moralité est même favorable. L'examen médico-psychologique et psychiatrique montre que tous les accusés sont sains d'esprit. Ils jouissent de toutes leurs facultés mentales et en voie de pas avoir de conséquences, ils sont accessibles à la sanction pénale. C'est au bénéfice de toutes ces observations et la mort dans l'âme que je requiers qu'il plaise à votre cour. Statuons publiquement, par défaut à l'égard de Roch Nyeri et contradictoirement à l'égard des autres accusés. Prononcer l'acquittement des accusés Sanoussi Ganiou, Adigbeko Hugues, Bagidi Corneille. Prononcer l'acquittement des accusés Sanoussi Ganiou, Adigbeko Hugues, Bagidi Corneille. Déclarer les accusés Bokar Olivier, Romeki Oswald et Roch Nyeri coupables de complot contre la sûreté de l'État et de corruption d'agents publics nationaux. Déclarer Romeki Oswald coupable de faux et usage de faux. Condamner Roch Nyeri à 20 ans de réclusion criminelle, à 1,5 milliard d'amende ferme et aux frais. Condamner Roch Nyeri à 20 ans de réclusion criminelle, à 1,5 milliard d'amende ferme et aux frais. Condamner Bokar Olivier et Romeki Oswald à 10 ans de réclusion criminelle et à 1,5 milliard d'amende ferme chacun et aux frais. Prononcer la confiscation au profit de l'État de la somme de francs CFA 1,5 milliard de francs, 1,5 milliard saisis au domicile de Romeki Oswald dans la nuit du 23 au 24 septembre.
Prononcer la confiscation du véhicule du type Toyota Prado immatriculé BR 0635 au profit de l'État. Recevoir l'agent du du Trésor représentant l'État béninois en sa constitution de partie civile. Arbitrer souverainement quant à sa demande d'indemnisation. Madame la Présidente, Messieurs de la Cour, j'ai dit.